Bonjour à tous. Derrière chaque écran, chaque appareil qu'on utilise tous les jours, il y a un monde invisible, un monde qui fait tout fonctionner. C'est dans cet univers fascinant qu'on plonge aujourd'hui à la découverte des composants électroniques. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de son smartphone ou de son ordinateur? C'est incroyable d'y penser. Sous la coque, c'est une sorte de ballet silencieux, une chorégraphie hyper précise qui se joue en permanence. Pour comprendre, il y a une super image. Un circuit imprimé, c'est comme une ville en miniature. Et ces citoyens, ce sont tous ces petits éléments qu'on voit là. Chacun a son propre job, sa propre mission. Et le plus fou, c'est que tout ce petit monde travaille ensemble en parfaite harmonie. Et dans ces villes, il faut bien de l'organisation. C'est là qu'interviennent les sous-ensembles électroniques. Leur boulot, c'est de tout gérer, de tout réguler. Sans ça, ce serait le chaos total. C'est grâce à eux que le système est cohérent et qu'il fonctionne, tout simplement. Alors si on veut s'orienter dans cette ville, il faut d'abord apprendre à lire son plan, sa carte. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire le lien entre les symboles qu'on voit sur un schéma et les composants physiques, ce qu'on peut tenir dans la main. Bon, pour commencer à y voir plus clair, il y a une première distinction fondamentale à faire. Tous les habitants de cette ville électronique font partie de l'une ou l'autre de deux grandes familles. On peut voir ça comme deux équipes qui se partagent la gestion de l'énergie. Il y a les actifs et les passifs. Alors d'un côté, on a l'équipe des actifs. Eux, leur spécialité, c'est d'augmenter la puissance d'un signal. Ce sont en quelque sorte les amplificateurs de puissance du circuit. On pense tout de suite aux transistors, aux circuits intégrés. Et de l'autre côté, il y a les passifs. Eux, c'est l'inverse. Ils n'amplifient jamais le signal. Non, leur rôle, c'est de le gérer, parfois de le réduire, de le contrôler. Et là, on parle des résistances, des condensateurs et des inductances. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au citoyen le plus commun, peut-être même le plus essentiel de cette ville, la résistance. C'est simple, il en a partout, absolument partout. Alors, à quoi ça sert une résistance? En fait, c'est super simple. Sa fonction principale, son job, c'est de résister, de s'opposer au passage du courant. On peut l'imaginer comme un frein pour les électrons. Et voilà, là ça devient concret. D'un côté, le symbole qu'on trouve sur les plans, le dessin abstrait. De l'autre, l'objet réel, physique. C'est vraiment ce pont entre la théorie du schéma et la pratique du circuit qui est la clé de tout en électronique. Chaque résistance a sa propre petite carte d'identité, avec 3 infos capitales. D'abord, sa résistance nominale, en ohms. Ça, c'est sa valeur de base, sa force d'opposition théorique. Ensuite, il y a la tolérance, en pourcentage. C'est sa marge d'erreur, en gros. Et enfin, la puissance maximale en watts. Ça, c'est l'énergie maximale qu'elle peut encaisser avant de griller. Maintenant qu'on sait lire sa carte d'identité, allons voir à quoi ressemblent ces résistances dans la vraie vie. Parce que, bien sûr, elles ne sont pas toutes pareilles. Il y a différents modèles pour différents boulots. Par exemple, ça, ce sont des résistances bobinées. On voit tout de suite qu'elles sont plus robustes. Elles sont faites pour encaisser de grosses puissances. C'est un peu les poids lourds du circuit. Ici, on a autre chose, les résistances variables, qu'on appelle aussi potentiomètres. Comme leur nom l'indique, leur valeur n'est pas fixe, on peut la faire varier. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le bon vieux bouton de volume sur un ampli. Et enfin, le voilà. Le symbole de l'électronique moderne, les résistances CMS, ou composants montés en surface. Elles sont minuscules, elles sont partout dans nos appareils, sur ces circuits ultra compacts. C'est vraiment la miniaturisation poussée à son maximum. Bon, on a vu les habitants un par un. Maintenant, il faut s'intéresser à la façon dont ils vivent ensemble, comment ils sont organisés dans la ville. On passe, en quelque sorte, à l'urbanisme du circuit. Et pour analyser un circuit un peu complexe, il y a un concept super puissant, celui de la résistance équivalente, qu'on note REQ. L'idée est toute bête, mais géniale. On va chercher à remplacer tout un groupe de résistances par une seule valeur qui aurait le même effet. Le but, simplifier. Rendre l'analyse beaucoup plus facile. Pour ça, il faut savoir qu'il y a 2 façons de base de brancher les composants. Soit en série, là ils sont mis les uns à la suite des autres, en file indienne. Le courant n'a qu'un seul chemin possible, c'est exactement comme une file d'attente unique. Soit en parallèle, là ils sont sur des branches différentes, le courant a donc plusieurs chemins, comme quand il y a plusieurs caisses ouvertes au supermarché. Prenons ce schéma. Au premier abord, il a l'air un peu compliqué, non? Mais en fait, il illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. On voit tout de suite que R2 et R3 sont en série. Donc hop, on peut les remplacer par une seule résistance qui est la somme des deux. Facile. Maintenant, cette nouvelle résistance se retrouve en parallèle avec R4. On applique la formule et hop, on simplifie encore. Et on continue comme ça, étape par étape, jusqu'à ce que tout ce réseau se réduise à une seule et unique résistance équivalente. Le complexe est devenu simple. Et c'est ça le point essentiel à retenir.
En comprenant juste ces 2 ou 3 règles de base, ces lois d'urbanisme, eh bien on devient capable de comprendre et même de prédire comment va se comporter n'importe quel circuit, même les plus complexes. C'est vraiment ça la clé pour analyser un système électronique. Voilà, notre petite visite de la ville électronique est terminée. On a vu qui sont ses habitants, quelles sont les règles du jeu, comment lire les plans. Alors, la question, ce n'est plus tellement de savoir comment ça marche. La vraie question maintenant, c'est avec ces nouvelles clés en main, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire ?